Très heureuse de vous retrouver dans cette première édition du journal sur la télévision nationale congolaise. La peine de mort, c'est le verdict prononcé par la haute cour militaire siégeant au second degré contre Corneille Nangaa et ses complices membres de l'Alliance Fleuve Congo. Ces derniers étaient accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel. Le verdict est tombé. La haute cour militaire siégeant au second degré en matière répressive à la prison militaire de Ndolo a confirmé les jugements rendus en première instance. Corneille Nangaa et ses complices, accusés de crimes de guerre et participation à un mouvement insurrectionnel, ont été condamnés à la peine de mort, assortie des confiscations de l'intégralité de leurs biens. Une condamnation par contumace. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, a reconnu qu'il s'agit ici d'une mesure exemplaire qui, selon lui, marque une étape décisive pour restaurer la sécurité et la justice dans le pays. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Contre M. Corneille Nangaa et ses affiliés en fuite. Pour certains wanted, encore dans la nature, des mandats d'arrêt internationaux ont été émis pour les interpeller où qu'ils se trouvent, a insisté les gardes des Sceaux. La première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec les membres de la commission locale conjointe gouvernement-parlement sur l'état des sièges. Au menu, la levée ou non de l'état des sièges ou encore l'assouplissement de certaines dispositions. Chimène Dondo, Pompo Wumba, Patrick Djokoukou ont signé ces reportages. Ils viennent tous du terrain dans le province sous état de siège, Nord Kivu et Ituri. Une mission pour écouter la société civile, les élus locaux, les jeunes, les femmes, les humanitaires, afin d'évaluer ces mesures exceptionnelles. Autour de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, c'est vendredi 6 décembre 2024. La commission mixte gouvernement-parlement a harmonisé le vu. On a eu beaucoup d'éléments sur tous les plans et je pense que nous avons été suffisamment édifiés pour savoir comment orienter la gestion de ces deux provinces sur le plan sécuritaire et politique. Il était question maintenant de voir comment harmoniser nos points de vue. Tout reste maintenant entre les mains du chef de l'État qui aura à se prononcer par rapport à cette question-là, sur le maintien ou non de l'état de siège. Pour le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimboué, le retour de la paix dans la partie est de la RDC est bien un impératif. À nos populations du Nord Kivu spécialement et de l'Ituri, nous les avons entendus. La première ministre elle-même était sur place. Elle a pris le temps d'écouter toutes les couches. Nous savons tous que l'impératif du retour rapide de la paix, c'est sur quoi nous travaillons. Nous avons beaucoup insisté dans nos discussions sur la question humanitaire, sur la question de la sécurité, sur la question d'autres questions liées à certains emprisonnements. Donc il y a toute une panoplie de décisions et de mesures qui seront prises dans l'objectif de montrer que le gouvernement a non seulement été à l'écoute de nos populations, mais qu'il a surtout exécuté ce qu'ils ont souhaité, suivant les règles et les procédures dont il faut prendre en compte lorsqu'il s'agit par exemple d'obtenir la libération de certains prisonniers. Réqualification, maintien ou levée, bientôt le suspense sera levé, une décision attendue du garant de la nation. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbaï, a pris part dernièrement à La Haye à la 32e session de l'Assemblée générale de la Cour pénale internationale. À cette occasion, il a exprimé le point de vue de la République démocratique du Congo sur le fonctionnement de la CPI, nous dit Joseph Oscar Mbalkaï. La 23e session de l'Assemblée des États, partie au statut de Rome de la CPI à La Haye, a regroupé plusieurs personnalités venues du monde.
La délégation de la République démocratique du Congo a été conduite à ces assises par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussao. En matière de coopération avec la Cour, nous pouvons être une expérience à partager. Après la ratification, nous avons, c'est vrai qu'il n'y a pas une loi en tant que telle de mise en œuvre des statuts de Rome, mais nous avons vidé cette question par des amendements très importants à notre législation. Une session couplée aux événements parallèles organisée par l'Action mondiale des parlementaires, une structure créée en 1978 à Washington aux États-Unis. Du haut de la tribune de la CPI, les chargés des missions du chef de l'État, le professeur Taylor Lubanga, précise. S'agissant de la décision récente prise le 15 octobre 2024 portant réactivation des enquêtes en RDC, la République du Congo voudrait voir le bureau du procureur, avec le soutien de toutes les parties ici présentes, tenir compte de la dégradation de la situation en accélérant les enquêtes. Le Rwanda nous mène une guerre par procuration en se servant des moyens des puissances mafieuses affairistes qui tentent vainement à accéder de manière malhonnête aux richesses de notre pays. Momba a indiqué pour les délégués de la République démocratique du Congo à ces assises de porter haut la voix de la RDC sur les crimes de guerre, les crimes d'agression ainsi que les crimes contre l'humanité. Une attention particulière mérite d'être attirée à cet effet. L'actualité, c'est aussi la lutte contre la criminalité en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a lancé l'opération Ndobo qui consiste à traquer et à maîtriser ces malfrats et de les déférer devant la justice pour être jugés et condamnés. Bobo Anan Mokonsi. C'est officiel, l'opération Ndobo, comprenez par là, la traque des Koulouna vient de voir le jour. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, qui l'a annoncé ce vendredi 6 novembre dans la salle Virunga de l'immeuble de la territoriale au cours d'une réunion d'évaluation des opérations de la police nationale congolaise visant à lutter contre le phénomène Koulouna et les contrevenants de la mesure portant circulation alternée dans le but de lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Dans les faits, l'opération Ndobo vise à traquer et maîtriser les Koulouna par la police afin de les déférer devant la justice pour être jugés et condamnés en flagrance au cours des audiences foraines qui doivent s'organiser en cycle régulier, conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et suivant les orientations de la chef du gouvernement, Judith Souminois. Une série de mesures ont été prises pour notamment améliorer et renforcer l'action de la police dans la gestion des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et un plan opérationnel a été mis sur pied depuis quelques mois et il nous fallait évaluer cela. L'évaluation a donné des résultats positifs, mais nous avons décidé avec le commandement général de la police de passer à l'étape supérieure. C'est ainsi qu'il a été institué l'opération Ndobo, qui est une opération qui consiste à ce que la police puisse maîtriser les fauteurs de troubles. Nous avons aussi évalué la question des embouteillages. Nous avons sollicité des rapports qui vont nous permettre à ce qu'au cours d'une réunion ministérielle en début de semaine prochaine, des options soient levées pour améliorer et renforcer la gestion des embouteillages. L'opération Ndobo va s'étendre, elle, sur plusieurs provinces de la République démocratique du Congo qui sont touchées par l'insécurité liée à la criminalité urbaine. Il s'est tenu à Kinshasa la 3e réunion du comité de pilotage du ministère de l'Agriculture. Les précisions dans ces reportages. La 3e réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et des forêts dégradées a eu lieu ce lundi au Cercle Gourmand de Kinshasa. Cette rencontre qui a réuni des différents partenaires a été présidée par le directeur du cabinet du ministre d'État à l'Agriculture, Jacques Loutaladio. Le comité de pilotage évalue l'exécution financière pour pouvoir déterminer la concordance qu'il y a entre l'exécution physique et l'exécution financière afin de faire des recommandations pour la bonne marche du projet. Mais également de faire le point sur le travail qu'a effectué la mission d'évaluation par rapport aux orientations pour la poursuite de ce programme. Le programme a fait beaucoup d'avancées.
dans les 2 zones d'intervention, dans les Kwilu et dans la Tchoko, nous avons à peu près 2711 hectares transplantés, toutes cultures confondues, dans les 2 provinces, et au-delà de 3300 hectares qui sont dans les pépinières, qui seront transplantés d'ici juin 2025. Le COPI, c'est un événement important parce qu'il permet à la fois de faire un bilan des activités du programme, mais aussi de lever, je dirais, tous les obstacles qui pourraient entraver la bonne mise en œuvre du programme. Il s'agit ici de contribuer au développement des parcelles agroforestières en valorisant des terres, des savanes et les forêts dégradées. L'objectif est de permettre aux exploitants agricoles familiales et aux petites entreprises agricoles d'adopter des pratiques durables. Le climat des affaires en RDC, c'est l'essentiel de la réunion de concertation entre les opérateurs économiques et les experts de la primature. Chimendondo pour les commentaires. La Commission nationale Jeunes Entrepreneurs a organisé une rencontre ce jeudi au siège de la fédération qui a réuni le jeune entrepreneur ainsi que le responsable de Fondation Castel en présence de la Brassimba qui associe à cette démarche de promouvoir le jeune Congolais dans le domaine de la transition. Il s'agit ici de sélectionner, auditionner et primer le jeune entrepreneur. Alors vous êtes tous lauréats du prix Pierre Castel. Vous avez montré par votre travail et votre abnégation que vous êtes des entrepreneurs hors pair. Et aujourd'hui, à la Fédération, vous prouvez aussi que vous êtes des entrepreneurs qui pensent à l'écosystème. Vous allez rejoindre une fédération, vous allez rejoindre une famille qui est la FEC, et vous allez aussi prendre des engagements en tant qu'entrepreneur pour défendre les intérêts des entreprises congolaises, mais aussi pour œuvrer à un climat des affaires favorable, et notamment pour les jeunes entrepreneurs. Toujours à la FEC, après avoir échangé avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Tanger au Maroc, à l'occasion du forum Mendes, le président national Robert Malumba Kalombo a réuni à Kinshasa la commission composée de membres de la fédération et des experts de la primature pour identifier de préoccupations majeures des opérateurs économiques et la recherche de solutions concrètes afin de renforcer le dialogue public-privé et de créer un environnement propice au développement économique de la RDC. Rendons dans le province, précisément au sud Kivu, de quoi était-il question sur la tenue de cet atelier dans cette partie du territoire national? La réponse dans ce reportage. Le gouvernement central est satisfait des réalisations du programme de transition pour le développement inclusif de l'aide de la RDC, TRID, exécuté en consortium TOA, Agritera et Venge International dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu sous financement des Pays-Bas. L'appréciation est de Daniel Epembe Moussango, secrétaire général au ministère du Plan et qui a représenté le ministre dans un atelier du comité de pilotage TRID organisé ce jeudi 5 décembre dans la ville de Bukavu. Je me permets de renouveler aux membres du comité de pilotage de ces assises mes chaleureuses et vives félicitations pour les apports divers et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Le directeur pays des OA RDC, Timothée Rukunda, a vanté les réalisations du projet RID qui a 371 emplois avec une représentation de 16% des femmes malgré les obstacles des agriculteurs dans l'accès à la terre tels que l'accaparement et la thésaurisation des terres, les conflits fonciers et l'absence juridique de la ténure foncière coutumière limitant cet accès. À travers les contrats de météage, et là nous travaillons avec les cadastres agricoles. Le projet a aidé le gouvernement à mettre en place le service du cadastre agricole pour les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Prenant la parole, le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romy Ekuka, a demandé aux responsables du projet d'aller travailler librement dans les territoires sous contrôle du gouvernement, mais aussi de prévenir les conflits et non de venir intervenir après les pires. L'atelier d'un jour était ouvert par le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Elakano, devant les administrateurs des territoires, les chefs des chefferies et autres invités de marque venus de Kinshasa, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ce dernier a affirmé l'accompagnement de son gouvernement à ce projet.
Et puis sachez qu'au Nord Kivu, un atelier de renforcement des capacités sur l'entrepreneuriat s'est clôturé. La phase 2 du projet Tufaulu Pamoja entendait Réussissons ensemble de l'ONG CAFOD est désormais opérationnel. Cela à l'issue des travaux ayant regroupé à Goma au Nord Kivu tous les partenaires qui interviennent dans sa mise en œuvre. Un projet inclusif qui vise la participation civique et démocratique des jeunes, des femmes et autres. À l'issue des travaux clôturés ce 4 décembre, un plan d'action pour la première année a été tracé, comme l'a précisé M. Eddy Makila de CAFOD. C'est un projet, comme vous l'avez dit, qui est étalé sur 3 ans, avec 2 piliers essentiels, que sont les résolutions 2250 et 1325. Mais aussi, le travail va se focaliser davantage sur la participation civique et démocratique des jeunes, mais aussi il y a la composante paix. Nous voulons vraiment que les jeunes soient également dans les sphères de prise de décision qui sont liées à la paix. Ça signifie les mécanismes locaux, nationaux et régionaux de paix. Ces assises ont facilité aux participants de comprendre la deuxième phase avec une participation proactive, selon Patrick Abata de l'Union des jeunes pour le changement, UGC en sigle. Donc nous avons compris les axes d'intervention du projet, nous avons compris les bonnes pratiques, nous avions compris même la relation de collaboration entre les partenaires et financiers et les partenaires de mise en œuvre. Voilà, c'est sur quoi ou bien autour de quoi les 3 jours d'atelier ont tourné. Il est de rappeler que ce projet Tufaulu Pamoja est mis en œuvre dans 6 provinces de la RDC, notamment au nord et sud Kivu, en Ituri, au Tanganyika, Chopo et la ville-province de Kinshasa, grâce à l'appui financier de l'ambassade de la Suède en République démocratique du Congo. Une centrale photovoltaïque d'une capacité de 1000 kW sera construite à Bouta, chef-lieu de la province du Haut-Touélé. La cérémonie de la pose de la première pierre de construction de cette infrastructure a été présidée par le gouverneur Mike Mukeni. L'ouverture santé universelle et la discipline, moi, na Congo News, je suis à Vibokono, à Kokaboke de l'hôpital, la Moana, to Andina, nous la catégorie à Mamana Bana, Torodi, Kokota et Kokoma, Ofele, Congo Mobima. La mise en œuvre de cette vision sanitaire du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cheval de bataille pour le docteur Joseph Atanzi Alas, médecin directeur du centre hospitalier Kibali basé à Dourba dans le territoire de Ouacha. À ce jour, avec l'accompagnement du gouverneur Jean Bakomi Togambou, cette formation sanitaire moderne dans la région offre déjà à la population des soins de qualité avec une attention particulière à la maternité gratuite pour toutes les femmes. Envie de montrer son attachement au chef de l'État, Dr Joseph Atanzi Alas s'est mobilisé dans la sensibilisation tant à Ouacha-Kaïsiro pour un accueil digne de ce nom à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la très distinguée première dame lors de leur séjour au chef-lieu du Haut-Touélé. Le calicot frappé à l'effigie du père de la nation contenant plusieurs messages de soutien sont restés perceptibles dans les carrefours de la ville. Des messages de sensibilisation à laquelle Dr Joseph Atanzi appelle à rester solidaire aux champions de la couverture santé universelle. Signalons que le centre hospitalier Kibali Seshka est un établissement sanitaire public moderne disposant d'une imposante et d'un personnel qualifié pour offrir des soins de qualité grâce au leadership de son médecin directeur. Toujours dans la province du Bas-Ouélé, découvrons ce qu'a été cette activité sur la santé. C'est par l'aéroport national Zega que la cargaison de matériel de construction de la centrale photovoltaïque de Bouta a été réceptionnée par la société Énergie Mécanique du Congo EMC, l'entreprise qui a la charge d'exécuter les travaux de construction de cette centrale solaire dans le chef-lieu de la province du Bas-Ouélé. Au lendemain de la réception de ces lots importants de matériel en provenance de Kinshasa, le gouverneur Mike Mukeni a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de la centrale photovoltaïque à Bouta. La cérémonie s'est déroulée en présence des députés nationaux et des sénateurs du Bas-Ouélé présents à Bouta, de la notabilité et autres qui y est venu pour la circonstance. Une occasion pour le gouvernement de vanter les nombreux avantages que cette centrale photovoltaïque
photovoltaïque pourrait apporter à la population de la ville de Bouta. Par ailleurs, le coordonnateur du projet de construction du groupement EMC Helicom a rassuré à la population de Bouta qu'au bout de 4 mois, les travaux seront achevés et les effets de la centrale photovoltaïque seront visibles dans la ville. Signalons que cette centrale implantée au quartier Ndoli dans la communauté Patondele aura une capacité de 1000 kW et desservira environ 800 ménages. Ces travaux sont financés par le gouvernement central et exécutés par le groupement EMC Helicom. Proposition de l'Ituri avec la réhabilitation de la route Mambasa. La route agricole Mambasa-Ndouye subit à ce jour une transformation totale grâce au projet de sa réhabilitation exécuté par WH DKFW. C'est le résultat du lobbying mené par l'administration militaire de l'Ituri et ses partenaires. Les travaux de rénovation de ce tronçon reliant la province de l'Ituri à celle du Haut-Ouélé évoluent à pas de géant. Il y avait un seul message auprès de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, c'était de l'informer que les travaux de réhabilitation de la route des agricole Mambasa-Ndouye touchaient à sa fin. Et que donc, voilà pourquoi nous étions venus pour nous signifier. La réouverture de cette route des dessertes agricoles représente des atouts non négligeables du point de vue sécuritaire et socio-économique pour cette région qui a été longtemps abandonnée à son triste sort. C'est vraiment une grande chance pour la province parce que cette route-là relie les deux provinces. Mais pour le moment, ils sont encore au niveau de 60 km. Et il reste encore 60 km. Avec le cours de l'autorité, ils peuvent encore avoir la chance pour qu'on relie réellement les deux provinces. Notons que plusieurs infrastructures routières sont réhabilitées à travers la province de l'Ituri en cette période de l'état de siège. La journée internationale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre dernier, n'est pas passée inaperçue à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La vice-présidente de cette institution a organisé une matinée de sensibilisation autour du thème national, nous dit Rodé Panda. Célébration de la journée de lutte contre le VIH-Sida consacrée au 3 décembre de chaque année à travers une matinée de sensibilisation sur cette maladie à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sous l'initiative et la supervision de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, l'honorable Germaine Chinyama Nzolantima. Les honorables députés, les membres des cabinets de l'administration provinciale et les personnels administratifs de l'APK ont été sensibilisés autour du thème national sur cette journée de VIH-Sida ensemble pour le renforcement du leadership de la communauté pour vaincre les VIH-Sida d'ici à 2030 avec comme sous-thème national « Ensemble, stoppons la propagation du VIH-Sida ». Les docteurs, l'expert en la matière étaient associés à cette activité pour expliquer les ABC du VIH-Sida avec sur comment se protéger de l'infection à VIH avant d'évoquer les modes de transmission du VIH. L'abstinence sexuelle, la bonne fidélité et le dépistage sont les moyens de protection, a-t-il martelé. Séance tenante, il y a eu une démonstration sur le port correct du préservatif suivi de témoignages avant de lancer le dépistage volontaire. La sensibilisation est cruciale pour combattre la stigmatisation et l'ignorance qui entourent cette maladie. Il est impératif d'éduquer nos concitoyens. Ensemble, nous devons veiller à ce que les traitements soient accessibles à tous, en particulier aux populations vulnérables. Riche en enseignement, la journée était très bénéfique pour les participants. Je vous invite à présent de suivre ces activités déployées dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite. C'est en présence du vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Moustapha Bousengue, le membre du gouvernement provincial, le partenaire technique et financier, ainsi que les autorités coutumières, que la cérémonie du lancement officiel de la campagne a eu lieu ce 4 décembre 2024 dans la ville de Boendé. Une cérémonie riche en couleurs émaillée de différents
grand discours et le match de football qui a opposé les équipes des instituts scolaires Salongo et Lusingi, dont le score final était 0 but partout. Dans la province du Lualaba, la zone de santé de Dilala, la campagne de vaccination contre la poliomyélite a bel et bien eu lieu. C'est le bourgmestre de cette entité qui a donné le go de cette 4e phase destinée aux enfants de moins de 5 ans pour une durée de 3 jours, soit du 6 au 8 décembre 2024. Françoise Mangwejikoua a exprimé la volonté manifeste du gouvernement provincial à protéger les enfants contre le risque et les effets néfastes de la poliomyélite. Dans la province du Kwilu, 1 260 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés par cette 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province du Kwilu. La cérémonie du lancement, présidée par le ministre provincial de la Santé, Jean-Marie Mbongopassi, représentant du gouverneur, a commencé avec une séquence de sport de personnes vivant avec handicap victimes de cette maladie. Après les messages de sensibilisation de l'autorité provinciale à l'intention de la population et plusieurs personnalités politico-administratives, Jean-Marie Mbongopassi a souligné que la poliomyélite n'est pas invisible et avec l'implication de tous, on peut bien éradiquer ces fléaux. La journée de l'arbre a été célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Suivez à présent quelques activités déployées dans quelques provinces. Dans la province du Lualaba, la journée nationale de l'arbre a été célébrée sous le thème des initiatives environnementales pour un Lualaba vert. La gouverneure Masuka Saini a relevé le bien fondé de cette journée sur le plan mondial en soulignant que l'arbre est un élément important dans la lutte contre le réchauffement climatique. L'autorité provinciale a rendu hommage au chef de l'État en revenant sur son intervention à la COP26 au Royaume-Uni, présentant la République démocratique du Congo comme pays solution dans la lutte contre la pollution à l'échelle planétaire. Elle a exprimé sa détermination à poursuivre avec la lutte contre le réchauffement climatique en faisant du Lualaba une province solution. Dans la province du Haut-Ouélé, à Isiro, la journée de l'arbre a été célébrée sous le thème « L'arbre, le salut de notre planète. Plantons-le et gardons-le dans nos milliers de vies ». À Kisangani, en marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre, célébrée le 5 décembre de chaque année, le Centre de recherche forestière international a organisé à Yakoko, village situé à 90 km de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, un concours sur les notions élémentaires de l'environnement. Une activité parascolaire qui s'inscrit dans la lutte que mènent les CIFOR contre la déforestation du paysage de Yangambi. Ainsi s'achève ce journal du matin réalisé par André Nzeka, Émile Zola et Joseph Dumondekene étaient derrière la caméra. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. Prenez rendez-vous à 13h30 pour l'édition de la mi-journée avec Yvette Makontima. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.